Dans cet exercice, nous allons traiter d'un point matériel. Donc, l'énoncé de l'exercice, un point matériel de masse M se déplace dans le plan de façon que son vecteur position soit donné par R, donc vecteur position, R est égal à A cosinus oméga t I plus B sinus oméga t J. Avec A, B et oméga sont des constantes positives. On prend A supérieur à B. Première question, on vous demande de montrer que le point matériel se déplace sur une trajectoire elliptique. Alors donc R est égal à xi plus yj. Donc x est égal à A cosinus oméga t, y est égal à B sinus oméga t. Si on prend maintenant, x sur A est égal à cosinus oméga t et y sur B est égal à sinus oméga t. Si j'élève au carré, donc x sur A au carré est égal à cos carré oméga t, y sur B au carré est égal à sinus au carré oméga t, et je somme terme à terme ces deux équations, donc ce qui donne x sur A au carré plus y sur B au carré est égal à cos carré oméga t plus sinus carré oméga t, ce qui donne 1. Donc, ce qui me donne au final x au carré sur A au carré plus y au carré sur B au carré est égal à 1, équation caractéristique d'une ellipse. Donc, équation d'une ellipse. De grands axes A et de petits axes B. Deuxième question, on me demande de montrer que la force agissant sur le point matériel, donc vous avez un point matériel qui est repéré par les variables x est égal à A cos oméga t et y est égal à B sinus oméga t à tout instant. Donc on vous demande de montrer que la force qui agit sur ce point matériel est constamment dirigée vers l'origine O. Alors, comment faire cette question? Deuxième question. F, nous savons que la force qui agit sur un point matériel vaut M gamma. Avec gamma, c'est la seconde dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, faisons ceci. Donc, V est égal à dr sur dt. Ça donne donc que je dérive par rapport au temps le vecteur position R à oméga. La dérivée du cosinus, donc ça me donne moins sinus oméga ti plus, je dérive ce terme par rapport au temps, B oméga cosinus oméga t j. Deuxième dérivée, A est égal à dv sur dt est égal à d2r sur dt2 égale à O gamma, nous l'avons appelé gamma, pour ne pas avoir de confusion avec le paramètre constant A. Est égal, donc je dérive par rapport au temps une deuxième fois, ça vous donne moins A oméga carré cosinus oméga t, suivant l'axe des x, I, moins B oméga au carré sinus oméga t fois j. Donc il y a des choses que je peux mettre en
facteur. Donc, je fais sortir moins oméga au carré A cosinus oméga t I plus B sinus oméga t J. On voit très bien que ce paramètre n'est autre que le vecteur position R est égal à moins oméga carré fois R. Voilà. Donc au final, la force F est égale à M gamma égale à moins M oméga au carré R. Donc vous voyez très bien que la force, le vecteur force est coplanaire avec R, qui est un facteur de proportionnalité qui est constant, M oméga carré avec un signe moins. Donc on voit très bien que F est parallèle à R, mais dans le sens contraire. Donc voici le vecteur position R, donc la masse, vecteur position R, et la force est dirigée vers l'origine. Elle est coplanaire avec R et orientée vers de la masse vers le centre. Donc F parallèle à 1. C'est une force centrale. Donc, montrer que la force agissant sur le point matériel est constamment dirigée vers l'origine, ce qu'on vient de montrer ici. Troisième question, cette force est-elle conservative? Si oui, quel est le potentiel dont elle dérive? Donc maintenant, on va définir une notion fondamentale de force qui dérive d'un potentiel. Je garde le vecteur position R. On garde F. F est égal à moins M oméga carré R. Voilà. Alors, F, une force qui dérive d'un potentiel, cela veut dire que F va s'écrire comme étant moins gradient une énergie potentielle U. Donc F est égal à moins gradient de l'énergie potentielle. Donc la force va s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire la force F dérive d'un champ de potentiel U qu'on va déterminer son expression. Donc si on trouve un potentiel U de telle manière que F est égal à moins gradient de U, cela veut dire que la force dérive d'un champ de potentiel U. Alors, cherchons maintenant ce potentiel U égal à quoi, s'il existe. Donc, avant de chercher l'expression du potentiel, voyons du côté de cette notion gradient. C'est quoi? Alors, avant de commencer les calculs, le gradient, c'est quoi? Gradient d'une force ou d'une fonction F, c'est quoi? C'est un opérateur vectoriel différentiel. Donc, c'est un opérateur vectoriel différentiel. Très bien. Donc, voyons maintenant sa définition. C'est quoi? Regardez. Si je prends un point matériel dans l'espace,
Donc, je repère ce point matériel par le vecteur position R. Un déplacement élémentaire. Donc, il passe de R vers R'. Donc, il a subi un déplacement élémentaire dr. Donc, le déplacement élémentaire dr dans l'espace, donc je traite dans un premier temps les choses en coordonnées cartésiennes, et puis on va passer en coordonnées polaires. Donc, dr est égal à dxi plus dyj plus dz k. Très bien. Alors, dans l'espace règne un champ de force ou une fonction. Donc, dans l'espace règne une variable f. Donc, à ce déplacement élémentaire, il va y avoir une variation. Donc, à ce dr va correspondre une variation de la fonction f. Donc, variation dr. Donc, au point R, la fonction f vaut f de r. Au point, en ce point, repéré par le vecteur position R', la fonction vaut f de R'. Donc, lorsque le point a subi un déplacement dr, la fonction a eu une variation de df. Très bien. Voyons maintenant. Gradient f. Il s'écrit comme étant donc df sur dx i plus df sur dy j plus df sur dz k. Si maintenant j'opère le produit scalaire des deux grandeurs, cette grandeur-là, gradient de f avec dr, cela veut dire quoi? Donc df sur dx i plus df sur dy j plus df sur dz k, scalaire, donc vecteur position déplacement, donc dr, donc dx i plus dy j plus dz k. Donc le produit scalaire des deux quantités nous donne quoi? Donc df sur dx plus df sur dy plus df sur dz. Et cette quantité, c'est quoi? C'est la différentielle. Et ça vaut la différentielle de f. Donc en mathématiques, donc, les variables à plusieurs variables. Par exemple, f de x, y, z. La différentielle de f vaut donc df sur dx plus df sur dy plus df sur dz. Donc, dz, ça en coordonnées cartésiennes. Donc, en synthèse, alors la différentielle d'une fonction df est égale à cette quantité que nous avons appelée gradient de f et qui s'exprime de cette manière, que nous avons dit que c'est un opérateur différentiel vectoriel. Il généralise la notion de dérivée à 3 dimensions et il possède le caractère vectoriel. Donc, dérivation suivant la direction I, dérivation suivant la direction J, dérivation suivant la direction K. Donc, le gradient généralise la notion de dérivation. Alors, la définition donc du gradient vient de cette expression-là.
Donc, gradient de f scalaire vecteur déplacement dr me donne la différentielle de la fonction f. Voilà. Donc, df est égal à gradient de f scalaire dr. Et c'est la définition de l'opérateur gradient d'une fonction scalaire. Très bien. Donc, jusque-là, on vient de voir cette notion d'opérateur gradient qui agit sur une fonction, donc gradient, il agit sur une fonction scalaire, me donne une quantité vectorielle. Très bien. Alors maintenant, en coordonnées polaires, quelle est l'expression du gradient en coordonnées polaires R et θ? Donc, on va utiliser cette définition pour retrouver l'expression du gradient en coordonnées polaires. Donc, à savoir qu'en coordonnées cartésiennes, nous avons vu que le gradient d'une fonction f en coordonnées cartésiennes, donc f qui dépend de x, de y, de z, égale à donc df sur dxi plus df sur dyj plus df sur dz4. Donc ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Quelle sera l'expression de ce gradient en coordonnées polaires? Donc on va se baser sur cette définition. En coordonnées polaires, donc nous avons un point matériel M est défini par le vecteur position R et un argument θ. Donc, il est défini par les deux variables R et θ. Donc, il est défini par la direction radiale à travers donc, le vecteur unitaire ER et la direction azimutale par le vecteur unitaire Eθ. Donc un déplacement élémentaire en coordonnées polaires dr est égal à quoi? Est égal à donc dr ER, donc défini comme étant un déplacement élémentaire suivant la direction radiale plus R dθ, bon, suivant la direction azimutale ou angulaire, R dθ Eθ. Donc, voici un point matériel. Elle se déplace, par exemple, ici. Donc, première position, donc c'est R. R', donc ça c'est dr, vecteur de déplacement dr. Donc il a subi un déplacement suivant la direction radiale de dr, suivant la direction angulaire, donc c'est r dθ. Donc la longueur de cet arc de cercle, c'est r dθ. Donc suivant la direction radiale, il a subi un déplacement dr, suivant la direction angulaire, donc c'est r dθ. Très bien. Donc, gradient de f, de r et de θ, je note, c'est a ER plus b Eθ. Donc, je cherche l'expression de a et l'expression de b. En coordonnées donc polaires, la différentielle de la fonction f qui dépend de r et de θ s'exprime comme étant donc df sur dr plus df sur dθ dθ. Donc df sur dr plus df sur dθ. Donc ça c'est la différentielle de la fonction. Donc appliquons cette relation. Donc gradient de f dr. Donc le voilà. Le voici. Donc a ER plus b Eθ scalaire vecteur de déplacement, donc dr ER plus r dθ
E, θ. Vous convient? A dr plus B R dθ. Et cette quantité, elle vaut donc df, sur dr plus df sur dθ. Donc par correspondance, par logique, on trouve que A est égal à df sur dr et B égale à 1 sur R, cette quantité plus celle-là, df sur dθ. Au final, gradient en coordonnées polaires R et θ. Donc, gradient d'une fonction f est égal à df sur dr ER plus 1 sur R df sur dθ E θ. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression du gradient en coordonnées polaires. Donc, df sur dr ER plus 1 sur R df sur dθ E θ. Très bien. Donc, une fois ce travail achevé, on va passer maintenant à notre problème. Donc, f est égal à moins gradient de U. Donc, à savoir que U est une énergie potentielle. Donc, U égale à, on cherche U. L'expression de f, moins m oméga, moins m oméga carré, R est égal à moins m oméga carré, R, ER. Donc j'explicite l'expression du gradient. Gradient de U, donc à savoir que U elle dépend de R et de θ, donc voyons. Alors, égal à moins du sur dr ER moins du sur dθ Eθ avec évidemment 1 sur R. 1 sur R du sur dθ Eθ. Et cette quantité égale à moins m oméga carré R ER. Donc on voit que par correspondance, ce terme-là disparaît. On voit que le potentiel ne dépend que de la partie radiale. Ce qui veut dire que du sur dr égale, donc du sur dθ est nul, n'existe pas. Savons que le potentiel est toujours défini à une constante près, donc on peut toujours dire que ça vaut 0. Alors du sur dr égale à m oméga carré R. Par correspondance, donc, on trouve l'expression suivante. Cela nous conduit à la valeur donc, suivante, m d R. Ce qui donne U est égal à m oméga carré intégrale de R dr égale à 1 demi de m oméga carré R au carré, bien évidemment à une constante près. Donc U de R égale à une constante près. Donc on peut considérer que cette constante vaut 0, constante d'intégration égale à 0. Donc ce qui reste que énergie potentielle que nous avons trouvée est égale à 1 demi de m oméga carré R au carré.
qui correspond à l'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique. Alors, on vient de retrouver le potentiel duquel cette force dérive. Donc, c'est cette expression. L'autre question, cette force est-elle conservative? Alors, pour répondre à cette question, on doit utiliser la définition du gradient toujours. Regardez. Alors, intégrale de f dl ou dr. Alors, intégrale de f dr sur un contour fermé ou intégrale entre deux points A et B. F dr. Donc, on appelle ça la circulation de la force sur un circuit entre le point A et B. Donc, je passe. Donc, j'ai le potentiel. Donc, je passe d'un point A à un point B. Donc, F intégrale de F dr entre le point A et le point B. Sachant que la force dérive d'un potentiel, donc elle s'écrit comme étant moins gradient de U, donc intégrale de A à B, moins gradient de U dr. Donc j'ai remplacé la force F par son expression, le fait qu'elle dérive d'un potentiel U. Ok. D'après la définition du gradient de F dr est égal à df est égal à donc, moins intégrale de A à B dpi. Et cette intégrale vaut quoi? L'énergie potentielle, donc intégrale de la différentielle, qui est donc la fonction U, qui est définie entre les points A et B. Donc ça va faire U au point A, peut-être qu'il y a un signe moins U au point B. Donc la circulation de la force F à travers un circuit ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Cela veut dire qu'elle est indépendante du chemin suivi. Donc, je suis ce chemin ou ce chemin ou ce chemin ou elle est indépendante, le résultat est indépendant du chemin suivi pour aller du point A au point B. C'est ça que nous appelons une force conservative. Donc, lorsque la circulation de cette force sur un circuit entre deux points A et B est indépendante du chemin suivi, ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, cela veut dire que F est conservative. La force F est conservative. Voyons maintenant, pour cette intégrale-là, cela veut dire que j'intègre sur un circuit fermé. Donc, lorsque j'intègre sur un circuit fermé, c'est-à-dire je reviens
je démarre d'un point A et je reviens vers le point A. Donc, j'intègre le point A et je reviens vers le point A. Cela veut dire que le point A, U de A moins U de A égale à 0. Donc, sur un circuit fermé, la circulation de la force sur un circuit fermé égale à 0. Donc, F est conservatif. Maintenant, l'autre question, déterminer le travail de cette force entre deux points. Donc, par définition, le travail est défini comme étant F, le travail entre deux points A et B, égale à la circulation de F d'air entre les points A et B. Et cela n'est autre que ce qu'on vient de calculer ici. C'est le potentiel au point A moins le potentiel mesuré au point B. Donc le travail qu'on lui demande, donc entre deux points A ici, de coordonnées A 0 et le point B de coordonnées 0 et B. Donc voyons maintenant le potentiel donc au point A. Alors le vecteur U potentiel au point A égale 1 demi de M oméga carré. Le vecteur position R est égal à A. Donc A au carré. Le potentiel au point B égale à donc 1 demi de M oméga carré. Le point B, donc R est égal à petit b au carré. Donc ce qui me donne le travail que fournit cette force pour aller du point A vers le point B vaut donc cette quantité moins cette quantité 1 demi de M oméga carré petit a au carré moins petit b. Dernière question. Déterminer l'énergie totale du point matériel et montrer qu'elle est constante. Alors l'énergie totale, par définition, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc énergie, cinquième question, énergie totale est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors pour l'énergie potentielle, donc, la voici. Donc, est égal à 1 demi de M oméga carré F au carré. Énergie cinétique est égal à 1 demi de M V au carré est égal à 1 demi de M R point au carré. Donc en coordonnées, nous avons donc le vecteur position R égal à donc A cos oméga t i plus B sinus oméga t j. R point égale à moins A oméga sinus oméga t i plus B oméga cosinus oméga t j. On voit. Alors, énergie cinétique est égale à 1 demi de M. R point au carré, donc c'est ça au carré plus ça au carré. Okay. A au carré, oméga au carré, sinus carré oméga t plus B au carré oméga carré cosinus au carré oméga t. Et ça vaut donc 1 demi de M oméga carré, donc A au carré sinus carré oméga t plus B au carré cosinus carré oméga t.
Donc ça, c'est pour l'énergie cinétique. L'énergie potentielle est égale à 1 demi de m oméga carré. R au carré, donc c'est A au carré cos carré oméga t plus B au carré sinus carré oméga t. Donc l'énergie totale est égale à donc, énergie cinétique plus énergie potentielle, donc est égale à ce terme. Donc, vous voyez que 1 demi de m oméga carré est commun entre les deux quantités. Donc je peux le mettre en facteur 1 demi de m oméga au carré. Facteur de cette quantité plus cette quantité, donc ça donne a au carré sinus carré plus a au carré cos carré, a au carré en facteur sinus carré cos carré c'est 1. Pour ce terme-là, plus ces deux quantités-là, b carré cos carré plus b carré sinus carré, b carré en facteur cos carré et sinus carré. On voit que donc l'énergie totale, elle prend la forme suivante. M constant, oméga constant, A constant, B constant. Cela veut dire que l'énergie totale est constante. C'est les caractéristiques des systèmes conservatifs. Donc cela termine notre exercice.